Salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir, alors n'hésitez pas si vous décelez du potentiel, ou en tout cas que vous appréciez le partage de connaissances, à vous abonner, liker, partager et à commenter. Et vous commencez à me découvrir, vous savez que je prête de l'attention à tout le monde, y compris les contradicteurs, donc en accord ou en opposition, n'hésitez pas à mettre les messages, je vous prêterai la considération qui est nécessaire pour pouvoir évoluer. Commençons ce direct succinctement avec l'essai sur le principe de population que l'on va effleurer de Malthus, qui je pense est connu de tous. C'est quelqu'un qui a repris les travaux existants comprenant que la planète était limitée. Puisque, vous le savez, par les aventures humaines, par les cycles d'immigration et tous les voyages qui ont eu lieu, on a établi des cartes. Pendant un moment, on s'est interrogé, est-ce que la Terre est plate, est-elle sphérique? Et on en arrivait à avoir tous les continents, y compris la découverte en 1492 par Christophe Colomb, puisqu'il pensait se rendre aux Indes, bon ça c'est connu, ça a appris au collège et il se rend finalement en Amérique. Et là, avec le savoir récent, on en arrive à se questionner sur le principe de population. À quoi ça renvoie? Malthus, on sait qu'il est inspiré de Darwin, et que Darwin lui-même doit ses travaux en partie à Mendel sur l'hérédité et à bien d'autres qui l'ont entouré, s'interrogeant sur les ressources de la planète et aussi sur l'espèce humaine. Bottero, en 1589, nous disait les hommes tendent à se multiplier au-delà de toute limite assignable, jusqu'au maximum permis par la fertilité humaine. En clair, l'être humain, peu importe son environnement et la dégradation qu'il va pouvoir y émettre, la pollution et tout ce qui s'ensuit, il s'assoit sur ces éléments et il y fait place à sa domination, quitte à laisser de la destruction. Alors, il s'en fout que la planète puisse accepter 1 milliard, 10 milliards, il tendra à se reproduire par cet ego personnel, c'est, vous voyez, moi, après moi le déluge pour certains aussi. Donc, plus il y a d'humains, mieux il faut gérer la répartition des biens, de l'espace de la Terre, mais aussi des ressources qu'elle procure. L'eau, mais également toute l'alimentation et ce qui s'ensuit, ainsi que les endroits où habiter. Alors, dans ces années de révolution industrielle, on a également l'Enclosure Act qui va débarquer depuis la Grande-Bretagne, on en a déjà parlé, pour délimiter et imposer le côté foncier. On n'est plus dans l'ordre de communautés qui appartiennent après soit un ordre ecclésiastique ou autrement le côté féodal aussi à un roi ou à des seigneurs. Là, on sort de ce point-là pour que chacun puisse devenir propriétaire par la sueur de son front, même si l'histoire de propriété est bien plus complexe. Mais où ça nous emmène? Quand on voit que des Malthusiens en fait s'inspirent du darwinisme et que le darwinisme lui-même a inspiré le social-darwinisme, qui a amené après à la sociobiologie nazie et qui continue comme ça à amener à ces eugénismes. On voit que on a affaire à certains êtres humains qui voudraient imposer un quota, par exemple ce qu'on a retrouvé sur les pierres des Georgia Guidestone, 500 millions d'individus sur Terre, y comptait-il les animaux, telle est la question, et tous ces socialistes, au nom de l'humanité, du fait que chacun puisse bénéficier dans l'égalité des mêmes droits, des mêmes soins et de tout ce qui s'ensuit, eh ben on met des limites. C'est comme ça qu'on en arrive à ces folies. Ce ne sont pas les droitards, les patriotes qui veulent imposer un quota, non. Ce sont ceux qui se veulent dans le progrès, dans l'évolution. Et on en avait parlé un petit peu, on avait abordé le sujet dans Michael J. Sandel, Ce que l'argent ne saurait acheter. Un excellent livre que je vous conseille de vous procurer ou bien d'aller écouter gratuitement sur Odyssée. Et dedans, on a abordé un personnage qui m'a bouleversé et sur lequel j'ai continué à faire des recherches. Il s'agit de l'économiste Kenneth Boulding. Et le titre de ce nouvel opus, qui commence à dater, Quand l'argent rend bête. On voit l'amitié, le civisme, la santé, tout s'achète aujourd'hui. Michael Sandel, professeur à Harvard, fustige la marchandisation du monde dans un livre qui se nomme Ce que l'argent ne saurait acheter. Donc je vous ai lu. Et appelle les citoyens à fixer des limites morales au marché. Comme nous sommes trop nombreux sur Terre et qu'il n'y a pas assez de ressources apparemment, qu'on en vient à ne plus respecter
vous savez, les cycles où la terre se repose par le pâturage, par vous voyez, les bêtes aussi qui sont laissées en liberté, au lieu d'être dans des usines. On n'est plus dans l'ordre de la ferme, on est dans des usines qui sont bonnes qu'à enfermer les bestiaux, les modifier génétiquement, et en plus, vous voyez, ils les coupent de la lumière du jour. Or, on le sait, le principe de vie passe par la lumière, mais eux ils sont sous celle artificielle. Et bien en 1964, on a l'économiste Kenneth Boulding qui imagina que chaque femme se voit attribuer un certificat donnant le droit d'avoir un ou deux enfants. Ces droits de procréer seraient cessibles, les pauvres, les bonnes sœurs, les tantes restées vieilles filles pourraient soit les donner ou bien les revendre sur le marché. Expliquait ce délicat auteur, on pourrait donc revendre leurs droits inutilisés à des couples riches désireux d'avoir une famille nombreuse. Dans le monde moderne, pourquoi pas même post-moderne, parce qu'on a carrément dépassé cette limite, eh bien, des couples hétéros, deux femmes avec un homme, vous voyez, ce modèle qui a toujours fonctionné, une femme, un homme, pourraient être sans enfants quand deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble pourraient, eux, être parents, par ce droit-là. Cet achat d'un acte notarial. Après avoir établi les limites pour pouvoir être propriétaire, les limites pour pouvoir ouvrir une entreprise avec, vous savez, c'est la personne morale, voilà que la personne physique elle-même deviendra-t-elle un produit que l'on devra enregistrer sous des droits, c'est la question qui est posée. Et vous allez voir que ça va plus loin. Donc votre livre, Ce que l'argent ne saurait acheter, se présente comme un recueil des situations inattendues où l'argent permet de se procurer tout type de service. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Chine, il y a eu la politique de l'enfant unique. Rappelons qu'ils sont, il me semble, 1,4 milliard. Et bien, cette loi a été abolie en 2015 et certaines familles peuvent avoir deux enfants. Regardez ça. Cette idée fait son chemin depuis un certain temps. 1965, le vaisseau Terre. Je suis tombé sur cet article qui m'a bouleversé. En 1972, un groupe de réflexion, réuni pour la première fois à Rome en 1968, d'où son nom, le Club de Rome, publia un rapport rédigé par une équipe d'experts au sein du Massachusetts Institute of Technology sous la direction de Denis L. Meadows et grâce au financement de la Volkswagen Foundation. Rappel, Meadows, c'est celui qui avait sorti un rapport catastrophique, alarmiste, c'est la fin du monde, on a par la suite le trou dans la couche d'ozone, on ne va pas s'en sortir, on va tous crever avant l'an 2000. C'est à peu près ça l'idée. Et grâce au financement donc, on a vu de la Volkswagen Foundation, son titre, The Limits to Growth, traduit en français par Halte à la croissance, interrogeait le modèle économique dominant sur le constat qu'il existait un complexe de problèmes perturbant tous les pays. La pauvreté dans l'abondance, la dégradation de l'environnement, la perte de confiance envers les institutions, l'étalement incontrôlé des villes, qui mène dans cette idée au Smart City, l'insécurité de l'emploi, où les gens deviennent des nomades et ne s'ancrent plus au niveau d'une terre avec un travail et un quotidien, mais deviennent citoyens de la planète. L'aliénation de la jeunesse, le rejet des valeurs traditionnelles, l'inflation et les troubles monétaires. Tout ceci n'étant que les différents aspects de la problématique mondiale. Le projet sur l'embarras de l'humanité, Project on the Predicament of Mankind, lancé en 1970, visait à élaborer un modèle global du système monde en examinant les facteurs de base qui limiteraient la croissance. Les 5 grandes tendances qui pourraient à terme, à partir du milieu du XXIe siècle, mener à la catastrophe, à savoir l'accélération de l'industrialisation, la forte croissance démographique, la persistance de la faim, l'épuisement des ressources non renouvelables, la dégradation de l'environnement, etc. Je marque une pause. Platon, République 5, disait que les gens d'élite devaient se reproduire entre eux, puisqu'à l'époque il n'y avait pas la PMA ou la GPA, et que les gens du bas peuple, eux, on devait les limiter et leur promotionner le côté LGBT, l'homosexualité. Malgré qu'à cette époque, c'était des mœurs inaccessibles et inaudibles. Et aujourd'hui, on est dans des gauchistes qui, au nom de la liberté, en sont venus à polluer le corps des femmes. Édouard Bernays, Torch of Freedom, au nom de la liberté, elles ont le droit de fumer comme les hommes. Bon, elles se polluent. Au nom de la liberté, on va casser les familles pour pouvoir approfondir le marché, l'agrandir.
mettre cette faille qui va tout détruire et mettre en concurrence hommes et femmes. Et puis casser les relations au fur et à mesure. De toutes ces révolutions, on en arrive à la grande confrontation où, comme il n'y a plus de modèle familial, on peut pousser les gens à l'hypersexualisation, à la consommation et donc à la pratique d'avortement généralisé, de consommation de pilules de lendemain ou encore de toutes les protections qui existent aujourd'hui pour forniquer. Mais regardez ceci. Comme la destruction a pu fonctionner, que l'hypersexualisation est répandue, c'est une liberté. Tu t'attaques à ça, c'est que tu es un facho quelque part. Tu n'acceptes pas la liberté des uns et des autres. Tu veux les mettre dans la case. Donc, ils en arrivent à promotionner le côté des trans. On va changer le corps des hommes en femmes et inversement des femmes en hommes. On va carrément détruire toute morale et faire en sorte que les êtres humains n'aient plus envie de se reproduire, qu'ils veuillent seulement se consommer les uns les autres par des applications, par des rencontres éphémères, et que le modèle familial de l'homme, la femme et l'enfant n'existe plus et que ce soit à la place un marché. Et qui dit marché, dit par la suite une possibilité de limiter l'accès. Puisque deux hommes qui veulent un enfant, soit ils vont l'adopter, ça c'est, entre guillemets, le monde d'il y a quelques décennies, mais actuellement, c'est la gestation pour autrui. La procréation médicalement assistée, où normalement c'était pour ce que la nature offre, mais où il y a une maladie qui malheureusement crée de l'infertilité et donc il faut passer par un donneur de gamètes, soit spermatozoïdes, soit l'ovule. Ok, pour un couple hétéro. A été étendu récemment aux lesbiennes. Deux femmes. Alors que deux femmes, sans le spermatozoïde, ne peuvent avoir d'enfants. C'est la nature. Et bien aujourd'hui, on outrepasse ceci. Et on y ajoute la technique. Les technocrates ont primé sur les humanitaires. Mais pourtant, ce sont bien les profils socialistes, ceux qui ont agi soi-disant au nom des droits, des libertés, de l'avancement de la civilisation, qui en sont arrivés à la saboter et à être en plein affront par l'artificialisation du monde. De cette destruction des rapports, des marchés émergent, comme je l'ai dit, la procréation médicalement assistée ouverte aux femmes lesbiennes, puis, dans cette lignée de la folie totale, aux femmes seules. Au nom de la liberté, au nom de l'égalité, voilà que des hommes gays ou trans ou tout ce que vous voulez viennent déclarer leur droit également de louer le corps d'une femme pour avoir un enfant. C'est un projet parental, un terme que je reprends d'ailleurs dans le livre La guerre ouverte contre les peuples, dont je vais reparler prochainement, j'attends seulement de le recevoir en papier. Eh bien, ils ont pu arriver à ce côté d'une reproduction artificielle qui nécessitera un permis. Et comme on est dans l'ouverture de ce nouveau monde où chacun doit se faire respecter, vous voyez, il n'y a plus droit d'être en confrontation, les débats c'est terminé, hein, ça va que dans un côté les ébats, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, ça s'envoie en l'air de tous les côtés, mais ça n'a plus aucun sens, ça en devient exécrable. Nous voyons que, au nom de la liberté également, il y a eu la promotion de l'IVG. Donc, tout ceci mène à une réduction de reproduction. Regardez, faire en sorte qu'il y ait de l'homosexualité avant qu'il y ait la PMA-GPA, ça limite la reproduction sur Terre. C'est parfait pour eux. Faire en sorte, par Margaret Sanger, le Planet Parenthood, que les femmes puissent avorter comme si elles allaient faire une réserve dans un magasin ou autre chose encore. Vous voyez, banaliser l'acte de destruction. Ça a été opéré par des socialistes qui se présentaient publiquement en eugénistes. En France, et d'ailleurs dans d'autres organisations, la Fabienne, etc., on a retrouvé le couple Webb, pareil, qui étaient des fervents défenseurs du socialisme, de la Fabian Society, et qui œuvraient pour l'eugénisme. Tous au nom du principe de population, en disant qu'on a une terre limitée avec des ressources limitées et qu'on doit faire en sorte que les inaptes, ceux qui considèrent comme les handicapés et qui ne devraient pas se reproduire, ils les détruisent. Ou en tout cas, ils font en sorte de les emmener à ça. L'euthanasie promue par Jacques Attali, c'est la même chose. Au nom de la liberté, on pourra se tuer. Vous comprenez ? Toutes ces avancées mènent à l'affront total. Pour avoir plein de gens déjantés qui n'apprécient plus, qui ne sont plus en vie de rire, mais qui sont dans celle qui est mortifère. Une vie mortifère, qui les mènera à la ruine. Ils vont péricliter tous les liens.
Et regardez, là on revient à l'article, j'espère que vous comprenez mon développement, pollution des corps par tous les trucs de fumette, d'alcool à volonté, de tout ce que vous voulez, des mauvais schémas. Ensuite, hyper-sexualisation, dépravation des mœurs, c'est tout ce qui s'ensuit, parce que comme ça, il n'y a plus de modèles, donc on veut plus d'enfants, ou on repousse le, le temps où doit venir cet être normalement aimé, et comme ça. Plusieurs modèles furent élaborés et exposés. Je reviens à ce qui est inscrit. L'objectif était d'abord d'alarmer. Les auteurs du rapport ne s'attendaient pas à ce que le futur se réalise selon l'un ou l'autre des graphiques proposés. Ils avaient conscience que leur modélisation ne tenait pas compte des choix sociétaux et que ceux-ci pouvaient évoluer, ce qui était au demeurant, avec le progrès technologique, l'un des facteurs d'évolution positive envisageables. Ils espéraient précisément aider à une prise de conscience mondiale en faveur d'un modèle économique qui viserait non plus la croissance, mais l'équilibre. La même année, en 1972, se tint à Stockholm la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. La déclaration finale reconnaissait, je cite, la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs. Fin de citation, en une préoccupation fondamentalement anthropocentrée. Il ne s'agissait pas de préserver la nature pour elle-même, mais de prendre garde à l'environnement des hommes, à l'échelle locale autant que globale, tout en intégrant la question des inégalités. Le principe premier est très explicite. Je cite, l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations futures. À cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes coloniales et autres d'oppression et de domination étrangère sont condamnées et doivent être éliminées. Entendez par là qu'ils ne s'attaquent pas uniquement à ces racistes et à ces gens de mauvaise foi, mais également aux limites des territoires, des pays, des souverainetés. Et derrière, comme on parlait d'un permis de procréer, ça ne sera pas uniquement pour la GPA, la PMA, l'encadré. Non, pas plus que pour les adoptions ou tout ce que vous voulez encore. Ça ira au-delà. Au nom des droits de l'enfant, à ne pas être maltraité, à avoir un cursus scolaire, à obtenir ses soins, et pourquoi pas être orienté vers ces modèles d'hypersexualisation. Voilà ce qu'ils mettent en place, petit à petit. En vue de cette conférence, Maurice F. Strong, le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, avait demandé à un groupe de 152 conseillers de rédiger un rapport paru sous la direction de Barbara Ward et de René Dubos. Nous n'avons qu'une Terre. En introduction, ceci soulignait le fait que la conférence avait lieu à un moment très critique. Je cite, maintenant que l'homme est en train d'achever de coloniser la planète, apprendre à la gérer intelligemment est devenu un impératif d'une extrême urgence. L'homme doit accepter la responsabilité de la gestion de la Terre. Fin de citation. Devrait-on ajouter, je mets une petite pause, que nous comprenons leur objectif maintenant, d'un quota carbone, d'une consommation, de l'inflation entretenue pour que tu viennes à moins consommer, que tu sois peut-être dégoûté de la vie ou tout simplement limité dans ton potentiel. Et derrière tout ça, donc, on voit passe carbone, passe sanitaire, c'est quoi passe écologique comme on a eu à Marseille pour les calanques, donc pour pouvoir partir en vacances ou encore visiter certains monuments. Le passe, c'est quoi après? Donc le passe à la procréation, vous voyez, des passes sur des passes qui vont en fait quantifier nos vies. C'est-à-dire que l'être humain n'est plus une qualité, n'est plus une condition de ce qu'on peut, vous voyez, mettre en chiffres. Non, maintenant, on devient des numéros, comme dans des camps de concentration. Et en plus, derrière, il y a toute la logistique, comme avec les cartes perforées au Loris, on ne sait telle pensée qui est numérisée, entre guillemets, qui est ajoutée, pas en numérisé, mais en numéraire, vous voyez, en chiffres. Même si ça rejoint aujourd'hui l'informatique, ce code binaire. Tout est quantifié. Tes déplacements, ce que tu fais. Aujourd'hui, on le voit même avec Internet sur les téléphones. Pour ceux qui sont sur SFR Free, là, Red by SFR, vous voyez la connexion que vous avez utilisée et surtout ce que ça représente en nombre de bains ou encore en usage d'une ampoule lambda, le nombre d'heures de watts que ça a consommé, pour te faire culpabiliser. Et on voit qu'ils ont fait ce qui s'appelle les Smart Cities, des villes intelligentes.
Je vous ai mis ça de côté parce que c'est un excellent livre que je viendrai à vous présenter qui coûte que 5,34 € d'occasion. Je vous le conseille, foncez, ça fait allez, peut-être 200 pages maximum. Mais dedans, eh ben, on apprend que déjà mondialement, il y a une fréquence, je crois que c'est 832 ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a deux fréquences qui sont utilisées mondialement pour préparer l'avènement de puces RFID quantifiées. Alors, les puces RFID, ça peut être des étiquettes RFID pour le transport, pour les vêtements, pour tout ce que vous achetez, et pour pouvoir connecter les frigos, par exemple, avec ce que vous consommez et ce que vous avez gaspillé. Vous perdez des points, on vous met une taxe. On rappellera qu'aujourd'hui, les sorties des poubelles sont également mesurées. Vous les payez à la sortie. Donc, vous avez droit de polluer, mais au-delà, vous payez des taxes. Allez dans certains endroits, par la suite, il y aura une taxe. Et comme ça, tout va s'ajouter. Regardez les réseaux intelligents qu'ils ont créés avec l'électricité, le gaz. Hein. Il y a Gaspard, ça s'appelle. Ça arrive prochainement, là. Moi, je travaillais à Enedis, et, enfin GRDF, qui était avant avec Enedis, donc GRDF plus précisément. Enedis maintenant rattaché uniquement à l'électricité. À GRDF, ils ont déjà l'annonce des prochains compteurs intelligents. Ils pourront les couper à distance. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que quand quelqu'un ne paye pas ou est en train d'exploiter un réseau alors qu'il n'a pas déclaré, ils mettent une goupille. Deuxième passage, ils te retirent l'appareil. Demain, les Gaspard, à distance, il y aura un mécanisme à l'intérieur que tu ne pourras pas toucher, hein, qui bloquera. Comme pour les Linky. À distance, ils peuvent les mesurer et les couper. Et bien d'autres encore. Pour l'eau, c'est pareil. Toutes les ressources vont être mesurées. Et je renvoie à Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle, avant qu'on ait Schwab qui vienne à nous pondre sa quatrième révolution. Dedans, il disait tous les bâtiments seront interconnectés, seront créateurs de leur propre énergie. Tout sera mesuré. Et c'est ça le technocosme. Vous voyez, de la ville, des rapports humains avec des voisins, avec des gens que tu connais et dont tu as un intérêt en collectif, vers le technocosme où tu es individualisé, tu vises la mondialisation, tu te penses plus connecté aux autres, alors que tu es noyé dans ce lot d'individus qui ne deviennent que des numéros, que des consommateurs. Et comme ça, je peux continuer l'analyse, mais pour ce soir, je n'ai pas le temps. Donc, j'essaie d'avancer un peu. L'homme doit accepter la responsabilité de la gestion de la Terre. L'objectif de cette réunion était précisément de définir ce qui devait être fait pour la Terre et pour que surtout la Terre reste un lieu où les êtres humains puissent vivre, non seulement maintenant, mais aussi au cours des générations futures. Tout en plaidant pour une solution globale, Barbara Ward et René Dubos insistaient également sur la multiplicité des approches et sur la comptabilité de l'universalité et de l'individualité. Je cite. L'attachement que nous portons à nos spécificités ne doit en aucun cas entraver nos efforts pour faire naître une mentalité planétaire, pour développer un sentiment de loyalisme à l'égard de la Terre dans son ensemble, au moment où nous entrons dans une nouvelle ère de l'évolution humaine, celle des relations à l'échelle du globe. Il est évident que tout homme a deux patries, la sienne et la planète Terre. Ce qui renvoie à l'idée que nous sommes que des hublots d'un bateau, ça, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça m'est resté en tête, ou encore avec le pape et le village global. Nous sommes les citoyens du village global. Et après ces mouvements dont j'ai parlé, que vous pourrez retrouver sur Odyssée, les citoyens du monde. Un mouvement qui voulait propager l'espéranto, la langue qu'entre autres parlait, comment il s'appelait déjà, le père de Schwab, de Soros plutôt. J'ai plus son nom en tête, c'est pas grave. Et regardez qui on retrouve en acteur. Tiens, l'UNESCO. L'inscription de la préoccupation environnementaliste dans la problématique de la gouvernance mondiale n'était pas nouvelle. On peut remonter au moins à la fondation à Fontainebleau, le 5 octobre 1948, de l'Union internationale pour la protection de la nature, UIPN, organisation connexe à l'UNESCO. Le premier directeur de cette dernière, le biologiste britannique Julian Huxley, avait déjà montré son intérêt pour la préservation de l'environnement dans les années 1930 lors de la création de parcs nationaux au Kenya, immédiatement après la guerre. Il réitéra sa préoccupation dans son ouvrage L'UNESCO, ses buts et sa philosophie, paru en 1946, un ouvrage que je vous ai lu, dont l'organisme UNESCO s'est désuni, ils sont désavoués de cette œuvre, ils ont dit que ça représentait uniquement la pensée de Julian Huxley, et dedans, il y a bien la discrimination eugénique,
la différence des races, le côté que est digne uniquement celui qui est bon dans sa biologie, alors que, à la fois par le principe de Malthus et par le travail de Darwin, il y a un élément qui est frappant. La sélection naturelle censée amener au meilleur lot. Donc les meilleurs qui restent dans la nature. Ceux qui sont moins bons sont amenés à disparaître. C'est prononcé comme tel. Il faut nous expliquer comment se fait-il qu'il reste encore des inaptes dans ces cas-là. Hormis l'idée qu'il y a la bonté humaine et que par cet esprit de solidarité, voyez, de bienveillance, on a entretenu tous ceux qui étaient en mauvaise santé. Non, c'est faux. Ça, c'est le monde moderne. L'ancien monde était beaucoup plus compliqué. Avoir des gens avec des handicaps, ils avaient que peu de chances de survivre. Nous sommes quand même dans un monde violent, devrais-je dire. Et bien regardez ce qui était inscrit. La reconnaissance du fait que dans le monde, les espèces sauvages sont irremplaçables, mais en voie de destruction rapide, peut seule nous emmener à nous rendre compte à temps qu'il faut, dans l'intérêt final de l'humanité tout entière, réserver sur Terre des zones où l'expansion de l'homme cède le pas à la conservation des autres espèces. Dans le texte constitutif de l'UIPN, on retrouve l'idée de l'absolue nécessité de préserver la nature dans l'intérêt de l'humanité. Je cite. On peut entendre par protection de la nature la sauvegarde de l'ensemble du monde vivant. Milieu naturel de l'homme, cet ensemble renferme les ressources naturelles, renouvelables de la Terre, facteur primordial de toute civilisation. Leur renouvellement, ne pouvant pas suivre la cadence des destructions, le moment est venu de convaincre l'homme de l'étroite dépendance dans laquelle il se trouve à leur égard. Et si l'on veut arrêter cette évolution redoutable, il faut que l'homme se pénètre de la nécessité de protéger et même de régénérer ses ressources et de ne les consommer qu'avec ménagement, de manière à garantir la prospérité du monde et sa paix future. Ce qui signifie que comme on est dans un épuisement des ressources terrestres, parce que, en fait, la Terre, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais j'ai lu un livre qui était excellent sur l'alimentation, l'histoire de l'alimentation, et qui expliquait que la Terre a besoin d'azote pour produire, c'est-à-dire pour que la végétation puisse se développer. Et dans les sociétés anciennes, on faisait de la permaculture. Donc déjà, on pouvait avoir plusieurs cultures sur un seul lieu. Et surtout, on faisait des rotations de terre. Ce qui signifie qu'à certains moments, on laissait des terres en jachère ou en pâturage, ça pendant 1, 2, 3 années. Parce qu'une année n'est pas suffisant en réalité pour la régénérer. Voire des fois, pour certains, pendant 15 années, pour vous dire. Et après, ça permettait d'avoir une très très grosse production, de l'épuiser un peu, de remettre en pause les cultures, même s'il y a toujours des choses qui sont... il y a toujours de la végétation, mais parce qu'il va servir à la consommation humaine, si je puis dire comme ça. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus respecté. Il faut toujours produire. Donc une terre qui est laissée en attente, ça ne rapporte pas. Enfin, c'est comme ça que réagissent les agriculteurs et le système mondial. Sauf que il faut savoir que plus la terre va être utilisée, plus elle va être épuisée. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un, tous les jours, on le réveille à 6 heures et on le fait coucher à 2 heures du matin. Au début, il va tenir et à la fin, il va être fatigué. Il ne produira plus rien. Ses pensées seront mélangées. En fait, sa condition sera altérée. Par contre, si on lui offre à nouveau du repos, les cernes auront disparu, la cognition sera retrouvée et il sera efficace. Ça, non, on peut le vivre. Hein. Tout le monde l'a déjà certainement vécu, à puiser dans ses ressources, dans son énergie et arriver à bout de souffle au point d'avoir des mots en tête mais de ne plus pouvoir les prononcer. Vous voyez, on ne trouve plus ces mots ou inversement. Vous voyez. Bref, là où j'en viens, c'est que les humains, pour ces cultures, en sont venus à injecter de l'azote par des choses artificielles. Pour les pesticides, pareil, on n'utilise plus les purins et tout ce qui s'ensuit. Ou encore, devrais-je dire, vous voyez, pour la... C'est pas les pesticides, les purins, c'était plutôt l'aspect mince. Je sais plus comment on appelle ça, mais oui, ça ramène des nutriments à la terre et ça l'aère, ça lui fait du bien, ça ramène la biodiversité, les vers de terre également qui peuvent creuser leurs tunnels et rapporter tout ce qui est bon. Alors que là, aujourd'hui, on arrose à tout va de plein de produits qui sont issus de laboratoires et on épuise les terres. Le seul moyen qu'elles puissent se reproduire, c'est à nouveau en remettre toujours plus, jusqu'au moment où, bah merde. Là, on est comme dans le film Idiocratie, quoi. On a été débiles, demeurés à ne plus utiliser l'eau, le format naturel. Bah la Terre, elle finira comme un être humain, comme je vous disais tout à l'heure, épuisée. Là, elle ne pourra plus rien faire.
Elle sera au bout de ses capacités. Donc, viendra le moment de crise alimentaire, de famine. Tout ça, c'est un modèle délétère. Je tire en longueur et malheureusement, j'ai mal structuré mes propos, mais j'espère que vous arrivez à me suivre. Vous voyez, des fois, j'en vois certains qui racontent n'importe quoi ou qui font les excités face caméra, qui ont je ne sais combien de personnes présentes sur leur chaîne, des personnes présentes sur leur chaîne, alors que ça tourne en rond. Sur la mienne, regardez le vaste territoire que je vous offre en contenu. On peut aborder les religions, aborder les phénomènes de société, s'interroger sur la viabilité du système, regarder également les dégâts des socialistes, des corporations. Alors je compte sur vous pour liker, partager. Merci. Continuons l'article. Le point de vue était nettement anthropocentrique et la protection de la nature s'inscrivait dans la logique d'un monde à préserver si on voulait éviter le pire, à savoir la destruction de la civilisation humaine. C'était donc seulement dans l'adversité que le mondialisme pourrait se développer. Tel est du moins ce qu'exprimait dès 1959 Edgar Morin. Je le cite. Pour la première fois, l'humanité était embrasée par une civilisation mondiale, la civilisation technique. Pour la première fois, les problèmes ne pouvaient se comprendre et se dénouer qu'à l'échelle de la mondialité. Jamais le réseau des interactions n'avait à ce point enserré la planète. Jamais les intérêts et les rêves humains n'avaient été saisis dans de tels rapports d'interdépendance. C'était effectivement la technique qui mondialisait la planète Terre. Alors comment dire ? D'incroyables régressions accompagnent la gestation de la planète Terre. Tous les problèmes humains piétinent sur la place tandis que s'élancent les ondes radio, les messages électroniques, les avions atomiques, les satellites. L'humanité ne s'arrache pas à sa préhistoire, mais nous entrons dans une nouvelle histoire, l'ère planétaire, et même bientôt l'ère cosmique. Ce n'est pas un vrai Moyen-Âge que nous vivons. Ce n'est pas une vraie renaissance que nous préparons. Ce n'est pas la préhistoire que nous achevons. Nous sommes dans l'âge de fer planétaire. Fin de citation. Ce qui renvoie d'ailleurs, vous savez, quand je vous disais les agricultures qui épuisent les terres, devrais-je même dire les humains. Au tout début, moins d'êtres sur Terre, plus de liberté, de la cueillette, des chasses, tout à disposition, alors pas besoin d'avoir des esclaves à son service. Vous voyez, c'est chacun qui va se nourrir de ce que les arbres et les alentours, on va dire du village ou même de la communauté offrent. Alors qu'aujourd'hui, j'en vois des orgueilleux dire, voyez, qu'ils voudraient plus d'argent que la France, c'est de la merde, c'est des colons, alors qu'ils n'en branlent pas une, et que ce sont nos agriculteurs, entre autres français, mais ce ne sont pas les seuls, qui pour une misère vont remplir leur assiette. Alors c'est bien beau de critiquer la France, et là je parle pour les autochtones comme bien d'autres, qui vous disent on n'a jamais assez, l'inflation c'est trop cher, ci et ça, c'est bon, il y a un moment, il faut sortir de la cistana aussi. Revenons et concentrons-nous sur ce qui est écrit. Alors je vais vous passer certains éléments, quoique non, je vais rester. Cette conscience planétaire, et pas simplement mondiale, s'accéléra au cours des années 1960, ce à quoi l'évolution des relations internationales n'était pas complètement étrangère. Ah si, c'est ça que je voulais rajouter. Vous dire que aujourd'hui, une crise sanitaire, c'est une crise planétaire. Une crise économique, c'est une crise planétaire. Une crise de l'alimentation, c'est une crise planétaire. Les conflits entre pays pour des territoires ou des politiques, c'est de l'ordre planétaire. Et on peut continuer comme ça. Nous avons en effet été absorbés dans l'idée d'être citoyens du monde. Des Français qui sont d'origine étrangère, donc qui ne se considèrent pas vraiment français mais vivent sur le territoire, et qui en même temps veulent défendre d'autres pays dont ils n'ont jamais visité les moindres recoins ou eu des proches habitant là-bas. Et d'autres encore rêvant par exemple d'être des States, s'habiller en mode à l'américaine, vivre, voyez un peu en défendant aussi les Russes. Bref, ce sont devenus des citoyens du monde. Ils ne se positionnent plus seulement sur la politique. Ils en font partie intégrante. Revenons à ce qui est inscrit. En 1963, peu après la crise des fusées de Cuba, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni signèrent à Moscou le traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau. En 1964, s'ouvrit la Foire internationale de New York dans la lignée des expositions universelles du XIXe siècle. Le slogan était « La paix par la compréhension ». Et pour les publicistes de Madison Avenue, c'était « Les Jeux olympiques du progrès », l'occasion d'une vaste promotion de l'industrie états-unienne. Je m'arrête là. On renvoie encore
à l'idée révolutionnaire des Jeux Olympiques, en source de progrès. Et qu'observe-t-on sur Paris? Tiens, des déplacements avec des zones vertes, des zones rouges et des zones neutres. Et pour y accéder à certaines, il faut des passes, il faut des QR codes. S'identifier, être le citoyen, copiant ce qui se déroule à l'Est. La notation du rang social. Oui, oui, je parle bien des Chinois. Le rang social. C'est comme ça que c'est nommé. Exactement comme c'était dans la dystopie de Black Mirror. Ceux qui ont le droit d'aller dans certaines zones parce qu'ils sont civilisés ne critiquent pas l'État, sont en serviteurs, et les autres considérés comme adversaires et donc devenus opprimés. Regardez la suite. Cette collision des intérêts était presque caricaturale dans le pavillon de l'UNICEF, avec une des principales attractions de la foire sponsorisée par Pepsi et conçue par Walt Disney. It's a Small World consistait en mini-croisière au milieu d'une série de scènes avec des audios animatroniques. Ces automates d'hommes et d'animaux censés représenter les différentes régions du monde entre Don Quichotte pour l'Espagne, Cléopâtre pour l'Égypte et un lama bleu pour le Pérou, chantaient un hymne polyglotte à la fraternité humaine composé par les frères Sherman dont le refrain « It's a small world after all ». C'est un petit monde après tout, finit par donner son nom à l'attraction. La mièvrerie de l'ensemble est assez fabuleuse, mais le succès fut immense. 10 millions de tickets vendus entre 64 et 65 au profit de l'UNICEF. Une autre installation de foire que les spectateurs de Men in Black connaissent est l'unisphère. Il s'agit d'une sphère en acier inoxydable de plus de 36 mètres de diamètre, creuse et représentant la Terre. 3 anneaux entourent cette sphère en référence au premier vol habité de Yuri Gagarin en 1961, au premier américain dans l'espace John Glenn en 1962 et au premier satellite de télécommunication donc envoyé en 62. En 63 plutôt, excusez-moi, Telstar 1 mis en orbite en 63. Alors je vous avoue que je pensais que le premier satellite c'était comment il s'appelle, Starlink. Vous voyez, mais je me trompe. L'œuvre de Gilmore des Clark était dédiée aux réalisations de l'homme sur un globe qui rétrécit dans un univers en expansion. Man's Achievements on a Shrinking Globe in a Expanding Universe. Une expression résuma alors ce pas de côté planétaire. Le vaisseau Terre, Spaceship Earth. La formule disait bien la dimension close de l'espace global ainsi que l'aspect systémique. On a attribué à plusieurs personnes la paternité de l'expression, on s'entend généralement pour reconnaître que celui qui l'a, sinon inventé du moins mis en avant, est Adlai E. Stevenson, ambassadeur des États-Unis, lors d'un discours à Genève en juillet 1965, dans le cadre d'une réunion du Conseil économique et social de l'ONU. Il termina son discours sur la nécessité de penser le monde dans le contexte d'interdépendance qui était désormais le nôtre. Je cite : « Nous voyageons ensemble, passagers d'un petit vaisseau spatial, dépendants de ses réserves vulnérables en air et en sol, tous engagés pour notre sécurité par sa sécurité et la paix, préservés de sa destruction seulement par le soin, le travail et, je dirais, l'amour que nous portons à notre fragile embarcation. Nous ne pouvons le maintenir à moitié fortuné, à moitié misérable, à moitié confiant, à moitié désespéré, à moitié esclave de ses anciens ennemis de l'homme, à moitié libre dans la libération des ressources inimaginées jusqu'à ce jour. Aucune embarcation, aucun équipage ne peut voyager en sécurité avec de telles contradictions. De leur résolution dépend la survie de tous. » Cependant, en mai 1965, voilà qui apparaît, celui dont on parlait tout à l'heure, qui veut le droit de procréer, économiste anglo-états-unien, avait fait une présentation à l'université de Washington déjà intitulée Earth as a Spaceship. Il commençait par un constat, je cite : « La Terre est devenue un vaisseau spatial, non seulement dans notre imagination, mais aussi dans la réalité concrète du système social, biologique et physique dans lequel l'homme est enchevêtré. » Fin de citation. Avant, les hommes vivaient dans un monde qu'ils pensaient infini. Désormais, ils devaient développer une technologie permettant de vivre dans un écosystème fermé et fondé sur des relations symbiotiques. Ceci impliquait de repenser totalement les comportements et les institutions des hommes totalement inadaptés à un espace clos, voire donc d'adopter une économie centrale planifiée pour contrôler ce système-monde. Mais Kenneth A. Boulding était bien conscient de la contradiction avec le libéralisme ambiant. Je cite :
Un des problèmes majeurs des sciences sociales est de comment concevoir des institutions qui combineront ce contrôle homéostatique général avec la mobilité et la liberté individuelle. Il soulignait également l'importance de l'ignorance générale de l'écosystème planétaire. Nous ne savons pas si les activités de l'homme vont entraîner un réchauffement ou un refroidissement de la Terre. Incroyable. Loin de la propagande de la Terre se réchauffe et on est en train de détruire les cycles climatiques. Et voyez, regardez, il y a un trou dans la couche d'ozone par notre pollution, ou encore ces gaz à effet de serre qui augmentent. Et là, regardez cette banquise qu'ils font. Lui dit peut-être qu'on peut arriver à un refroidissement. En 1966, Kenneth Boulding développa son analyse dans un article sur, je cite, l'économie du vaisseau spatial terrestre à venir, The Economics of the Coming Spaceship Earth. Il reprenait l'idée que l'humanité était dans une phase de transition. Pendant des millénaires, les hommes avaient vécu dans un monde virtuellement infini, avec presque toujours la possibilité d'aller en un lieu au-delà de l'horizon. Cette frontière, au sens américain du terme, était désormais en train de se fermer et il était donc nécessaire de passer d'une économie de cow-boy à une économie d'astronaute, d'une économie fondée sur la production, la valorisation de la consommation et de la croissance, à une économie fondée sur la reproduction, la préservation des ressources et la maintenance. Ceci impliquerait de prendre davantage en considération l'avenir et le sort des générations futures, autrement dit, de récuser la devise, je cite, « Après nous, le déluge ». Fin de citation. En 1966 également, paraissait un petit livre de Barbara Ward, intitulé Spaceship Earth, écrit l'année précédente. Elle réitérait le constat que nous sommes devenus une seule communauté humaine. Les hommes étaient devenus des voisins par la proximité physique, par la communication instantanée, par les intérêts économiques communs, par l'évolution technologique, par l'industrialisation, par l'urbanisation et plus encore peut-être par le risque total de destruction. Il semblait que, maintenant, nous avons atteint un point planétaire de nos retours. Je cite. La manière la plus rationnelle de considérer la totalité de la race humaine est de la voir comme l'équipage d'un unique vaisseau spatial sur lequel nous tous, avec une combinaison remarquable de sécurité et de vulnérabilité, faisons notre pèlerinage à travers l'infini. Déjà, confondre race et espèce, c'est une erreur ou une volonté pour justement distiller l'un dans l'autre et ne plus avoir de différence. Elle attribuait sans hésitation l'expression de Spaceship Earth à Buckminster Fuller. Et on sait qu'en 1968, la mission Apollo 8 permit de mettre 2 images sur cette formule. La première photo donnait à voir la Terre, d'eau et d'air, avec les circonvolutions des nuages sur les mers. La seconde montrait un lever de terre, celle-ci marbrée de bleu et de blanc apparaissait à l'horizon de la surface lunaire stérile et grise, criblée de cratères, le tout sur le fond immense et noir de l'espace intersidéral. Je vous laisserai découvrir la suite. Je regarde toujours de temps en temps des parties d'articles ou de livres pour creuser votre curiosité, que vous ne soyez pas uniquement dans une écoute passive. Soyez acteur de votre vie, dans l'action, et comprenez ce qui se joue dans votre environnement, car, vous savez, c'est en se rapportant à l'environnement, en ayant conscience de qui nous sommes et de ce que nous désirons, que la conscience s'établit. Merci pour votre écoute. Prochainement, je vais revenir avec plein de vidéos de la ville au Technocosme. On a dit Malthus, et c'est sur le principe. Je vais vous le présenter dans sa longueur et vous faire certainement sur au moins un format de 5 heures une partie de lecture et un exposé un peu sur la guerre ouverte contre les peuples. A très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Merci pour votre écoute.